Bonjour Valérie Gué. On commence avec ce drame à Minneapolis, aux États-Unis. Un homme de 37 ans abattu samedi par les agents fédéraux alors que, d'après ce qu'on comprend, il ne menaçait pas les forces de l'ordre avec une arme. Deuxième mort en 15 jours perpétrée par cette police anti-immigration. Est-ce que les États-Unis sont aujourd'hui toujours une démocratie ? Alors d'abord, ces images, elles sont accablantes et elles font froid dans le dos. Vous l'avez dit, Alex Preti ne présentait aucun danger. Il a été abattu froidement. Aujourd'hui, on peut se poser effectivement la question des intentions de Donald Trump. On voit qu'il est en train de faire de la démocratie américaine, l'une des plus grandes démocraties au monde, un régime qui tend de plus en plus vers une dimension autoritaire et avec une forme de politique de la terreur. Quand on voit le rôle de l'ICE aujourd'hui, dont l'objectif c'est de terroriser les migrants, qu'ils soient arrivés de manière légale ou illégale, dont l'objectif c'est de terroriser les Américains qui participent à des manifestations. On a ces éléments-là, on a aussi l'intimidation, les intimidations sur les journalistes, sur les juges, sur les universités. Donc on a un glissement qui est majeur, qui est dramatique et on a un sursaut qui commence à arriver à l'appel. On a entendu les présidents américains, anciens présidents Barack Obama, Bill Clinton, en appeler au sursaut. Certains disent que Donald Trump est aujourd'hui un fasciste. Est-ce que vous employeriez ce mot-là ? On peut s'interroger, fasciste, néofasciste, je ne suis pas historienne, mais il y a en tout cas un glissement autoritaire qui est là, qui est extrêmement préoccupant. On voit quand même, et si on va chercher les éléments positifs, qu'il est en train de perdre le soutien massif de ses électeurs, de ses partisans. Il y a une mobilisation qui commence à s'organiser. Et je pense aussi qu'il faut qu'on soit lucide, nous, Européens, sur les dynamiques qui s'opèrent aujourd'hui aux États-Unis et sur les liens entre Donald Trump et un certain nombre de responsables politiques européens. Il déteste la démocratie. Il est en train de l'abattre aux États-Unis et il veut l'abattre aussi chez nous en Europe, avec ses relais, les extrêmes droites européennes en Europe. Vous pensez à qui ? Vous pensez à l'AfD allemande ? Vous pensez à la Hongrie avec Viktor Orban ? C'est-à-dire qu'on est aussi des milices similaires, un système similaire qui s'installe aussi en Europe ? En tout cas, qui aurait pu imaginer, il y a moins d'un an, que Donald Trump, dont on savait qu'il serait brutal, évidemment, opérerait de cette manière-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut se préparer au pire. Et Donald Trump, il a une stratégie qui est tout à fait élaborée. Il faut regarder notamment la stratégie de sécurité nationale. Il veut s'appuyer sur les extrêmes droites européennes, sur ses alliés qui sont déjà en place, Viktor Orban, l'AfD allemande, mais aussi le Rassemblement national en France, pour détruire l'Union européenne et pour détruire nos démocraties. Donc j'en appelle aussi aux électeurs et aux citoyens français et européens qu'ils ne soient pas dupes de la réalité des alliances de Donald Trump avec des partis. Est-ce que justement vous n'avez pas été étonné par Jordan Bardella qui finalement a quasiment paraphrasé Emmanuel Macron la semaine dernière dans la riposte face à Donald Trump ? Il parle lui aussi d'une Europe plus forte, de l'activation de l'instrument anti-coercition contre les Américains. Donc à l'évidence une offensive anti-Trump, c'est quoi ? C'est de l'opportunisme politique parce que Donald Trump n'est pas très... il n'y a pas beaucoup d'opinions favorables sur lui en France ? Absolument, c'est de l'opportunisme politique. Moi, je suis sidérée par le retournement idéologique de l'extrême droite. J'ai déjà eu l'occasion, d'ailleurs, la semaine dernière, de le dire à Jordan Bardella. Le Rassemblement national, il était pour le Frexit, il y a encore en 2017 et dans les années qui suivent. Jordan Bardella, au moment de la réélection de Donald Trump, il a dit que cette réélection soufflait un vent de liberté sur nos démocraties. Le meilleur allié de Jordan Bardella aujourd'hui en Europe, c'est Viktor Orban, dont on sait qu'il est le cheval de Troie, et de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Donc il y a une hypocrisie crasse, effectivement un retournement, parce qu'ils sentent que l'opinion publique française et européenne est défavorable à Donald Trump. Est-ce que finalement Donald Trump n'est pas aussi le meilleur ami de l'Union européenne ? Parce que finalement, il pousse l'Union européenne à s'organiser, à avoir plus d'autonomie. Est-ce que vous y voyez quand même quelques vertus à ce qui se passe en ce moment ? Alors j'aurais aimé qu'on ait le sursaut sans Donald Trump, parce que c'est d'une brutalité sans nom, et il fait des dégâts dans l'ordre international et aussi aujourd'hui directement en Europe. Néanmoins, c'est vrai que les lignes bougent. On a vu la semaine dernière le sursaut européen, la détermination européenne et l'enseignement
qu'il faut tirer après 1 an. Nos partenaires européens ont privilégié la politique de l'apaisement. Maintenant, il est clair que l'apaisement ne fonctionne pas. Il faut jouer le rapport de force. Il faut dire non à Donald Trump. C'est ce qu'a fait le président de la République. Il l'avait déjà fait auparavant, mais il l'a redit la semaine dernière avec beaucoup de fermeté. Et quand on dit non, ça fonctionne. Quand les Européens sont unis, on l'a vu, Donald Trump a commencé à reculer. Néanmoins, il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a cette volonté d'annexer le Groenland, il y a ces attaques répétées à notre modèle démocratique, il y a les tarifs douaniers et on aura évidemment d'autres attaques de Donald Trump. Donc l'enjeu maintenant, c'est de jouer le rapport de force, d'être prêt à dire qu'on a des outils de dissuasion, notamment le mécanisme anti-coercition, qu'on les utilisera à la prochaine attaque. Et en parallèle, il faut évidemment accélérer sur notre indépendance en matière énergétique, en matière économique, en matière militaire, par exemple. Sur la forme, on a aussi vu Donald Trump se moquer ouvertement d'Emmanuel Macron en parlant d'un président démonétisé en bout de souffle. Est-ce que sur cet aspect-là seulement, il n'y a pas un fond de vérité ? Est-ce que depuis la dissolution, Emmanuel Macron n'incarne pas de fait une forme d'impuissance ? Mais Donald Trump... Alors son discours à Davos, il était clair. Il méprise l'ensemble de ses alliés. Et son discours, il est extrêmement choquant. Mais il est capable de dire ça à Davos, et en même temps, il est le premier à recevoir Emmanuel Macron dans le bureau ovale. Et Emmanuel Macron, il a été à l'initiative pour créer cette coalition des volontaires, pour aller avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale et l'ensemble de nos partenaires. Donc Donald Trump, il respecte de fait Emmanuel Macron. Mais il y a ce langage du mépris, de l'humiliation qui vaut pour l'ensemble des Européens. Il y a quand même une forme d'impuissance politique en ce moment. On voit avec les difficultés pour faire passer le budget. On entend de plus en plus de voix au sein du bloc central qui disent est-ce que finalement Sébastien Lecornu il est aussi habile que ça ? Parce que finalement, il a tout cédé aux socialistes et en plus ça finit par un 49-3 alors qu'il avait promis de ne pas l'employer. Vous connaissez la situation politique comme moi. Malheureusement, cette instabilité, cette fragmentation du Parlement européen, il faut tirer les conséquences, là encore, de la réalité politique. Il n'y a pas de majorité pour avoir un budget dans ce Parlement. Il n'y a pas non plus de majorité pour faire tomber le gouvernement aujourd'hui dans ce Parlement. Donc ce budget, il n'est pas parfait. Moi-même, je partage certaines des critiques qui sont émises sur ce budget, mais il a le mérite d'être là. Et là, le premier objectif de Sébastien Lecornu, c'était de donner un budget à la France. Et vous savez que pour les marchés financiers, pour nos partenaires européens, c'est ça qui est clé. Retrouver de la stabilité, donner un budget à la France. Et ensuite, évidemment, il y a des discussions profondes qu'il faudra avoir, notamment sur la réduction de notre dette, qui seront fondamentales, et ce sera bien sûr pour les prochains mois. En marge du budget, il y a des débats qui reviennent à l'Assemblée nationale, notamment celui sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ça débute aujourd'hui. L'exécutif a engagé une procédure accélérée. On se souvient que le texte de 2023 n'a jamais pu être appliqué parce qu'il y avait un sujet de conformité au droit européen. Est-ce que cette fois-ci, une application à la rentrée 2026, c'est vraiment possible ? C'est tout à fait possible parce qu'il y a une volonté européenne et une volonté du Parlement européen. On a adopté un rapport d'initiative en fin d'année dernière pour demander aussi l'interdiction des réseaux sociaux pour nos plus jeunes. Donc il y a un consensus partagé aujourd'hui en Europe et en France. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des parents qui parfois se sentent démunis face aux plateformes, il faut les accompagner. Et il faut inverser la responsabilité. Les parents n'ont pas à être responsables pour les pratiques déviantes et abusives des plateformes. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils sont assis sur un modèle économique qui est la captation de l'attention. Plus vous restez sur la plateforme ou sur le réseau social, plus vous voyez de la publicité et plus vous générez de l'argent pour les plateformes. Ça ne peut pas se faire au détriment de la santé de nos jeunes. On a encore eu une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui dit les dérives et les effets négatifs sur nos jeunes et les utilisateurs de manière générale des smartphones et des réseaux sociaux en termes d'exposition à la violence, de confiance en soi, d'attention. Et il faut agir. Un tout dernier mot de politique intérieure. On a vu la gauche s'organiser ce week-end. Elle a acheté les bases d'une primaire. Gabriel Attal, lui aussi, semble sur les starting blocks pour 2027. Est-ce que ce n'est pas irresponsable de sa part de ne pas jouer l'unité ? Un seul candidat du bloc central sous couvert finalement d'être balayé au second tour de la présidentielle. Bon, Gabriel Attal, avec le parti Renaissance, travaille sur un projet pour la France. Nous aurons d'ailleurs demain une nuit de la Nouvelle République pour travailler sur les enjeux économiques, institutionnels, politiques. C'est un travail de fond qui doit être mené de manière extrêmement sérieuse pour proposer un projet pour les Français. Oui, mais Gérald Darmanin, hier, sans jamais le nommer, Gabriel Attal, pointait le narcissisme qui l'emporte chez certains.
Encore une fois, je répète ma question, est-ce que c'est bien raisonnable je de vous le multiplier redis. les candidatures? On n'est pas au temps du choix des candidatures. Aujourd'hui, on est au temps de comment on reconstruit la France, comment on retravaille sur un volet institutionnel, politique, comment on continue à faire souffler aussi les origines du macronisme et comment on redonne de la confiance à la France. Donc pour vous, Gabriel Attal, il n'est pas forcément candidat à ce stade? À ce stade, Gabriel Attal, il travaille avec nous, avec les Français autour d'un projet. Merci beaucoup Valérie Ayé, bonne journée à vous. Merci beaucoup Valérie Ayé.